Et si Jey Uso battait Gunther pour devenir champion intercontinental? Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de Raw du 19 février 2024. On est du côté de Anaheim en Californie devant plus de 11 000 personnes, c'est totalement complet et on ouvre le show avec Drew McIntyre face à Cody Rhodes. J'aime beaucoup ce qu'on fait ces dernières semaines, si vous l'avez remarqué, je trouve qu'on ouvre énormément les shows avec des combats, ou en tout cas directement avec de l'action. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément une promo classique comme d'habitude, non, on débute avec d'autres choses et j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît de changer un peu cette méthode-là, parce que c'est un peu redondant et de voir toujours la même chose. Et donc Cody Rhodes face à Drew McIntyre qui va durer 13-14 minutes, quelque chose comme ça. C'est intéressant parce que sur le papier, c'est un match qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, depuis la première période de Cody Rhodes à la WWE, donc il y a 10 ans. Donc dans ce run de Cody Rhodes, c'est un match qu'on n'a pas vu, donc c'est un match très frais, et c'est un super combat entre les deux, ça va vraiment bien matcher. Alors on sait que les deux se sont déjà affrontés dans l'Indie, donc dans des fédérations ailleurs que WWE pendant leur période hors WWE, donc peut-être une alchimie aussi qui s'est créée, et puis même les deux ont un style qui s'adapte un peu à tout le monde, et ça se voit pendant ce combat. On va noter quelques trucs, j'adore l'enchaînement de Drew McIntyre lorsqu'il enchaîne Spinebuster, puis cette énorme powerbomb qu'il porte avec une facilité déconcertante, c'est toujours aussi impressionnant. Cody Rhodes qui va une première fois utiliser son Cody Cutter, mais qui ne va pas fonctionner, du coup il va emporter un plus grand, un plus impressionnant, lui aussi en rebondissant sur une corde, puis sur une deuxième, c'était vraiment sublime. Et mes doutes étaient plutôt sur la fin de combat, parce que les deux devaient être protégés. C'est deux hommes qui ont un gros futur sur cette route de WrestleMania, donc important de protéger les deux. Donc c'était intéressant de voir ce qu'ils allaient faire. Et bien on va avoir une intervention de la Bloodline, de Jimmy Uso et de Solo qui vont s'en prendre à Cody Rhodes. Et McIntyre va profiter de ces interventions pour remporter ce combat. Et je trouve que c'était la meilleure solution. McIntyre est l'un des gros favoris pour l'Elimination Chamber de ce samedi. C'est ce samedi, je le rappelle. Donc il fallait lui donner une belle victoire. Cody Rhodes lui perd avec une intervention de la Bloodline, ce qui n'est pas très grave, ça encore nous met en tête que ouais, la Bloodline est bien présente, et ce qui va être intéressant c'est qu'en backstage, Seth Rollins va juste voir Cody Rhodes, ne va même pas parler, juste avec un signe de la tête. Ouais, on a compris, l'air de dire, ouais, t'as besoin d'aide, t'as besoin d'aide pour affronter la Bloodline, parce que sinon ce sera toujours la même chose. Donc voilà, les histoires sont bien racontées et honnêtement cette fin me convient. C'est quand même assez rare de voir Cody Rhodes perdre, oui, avec une intervention, oui, ce n'est pas clean, mais même voir Cody Rhodes perdre, c'est assez rare, donc c'est quand même une grosse victoire pour Drew McIntyre. Nouvelle vidéo de présentation sur Andrade. Andrade dit qu'il est un luchador de 3e génération, son grand-père, son oncle, sa femme, c'est son destin, le catch, mais sa famille et sa culture ont de nombreuses attentes pour lui, mais ça ne va pas l'arrêter, il faut regarder où il est en contrôle de son destin, et il va tout réaliser. Son destin est à la WWE, c'est l'ère d'Andrade El Idolo. On enchaîne avec une Battle Royale féminine pour déterminer qui sera la dernière participante à l'Elimination Chamber féminin de ce samedi, avec finalement pas de surprise, sauf une, Raquel Rodriguez qui va faire son retour pendant cette Battle Royale. Raquel Rodriguez était absente depuis déjà plusieurs mois, elle avait une maladie, alors j'ai pas les termes exacts de sa maladie, mais c'était un truc assez rare, assez dur, hein, assez chaud, et je suis ravi de l'avoir de retour du coup, de l'avoir en bonne santé, on est tous contents, peu importe si on aime Raquel ou non, en tout cas, elle est en bonne santé et ça c'est le plus important, et elle va faire une belle prestation parce que c'est elle qui va éliminer le plus de personnes avec une équipe, on en parlera après, mais Raquel va éliminer 4 ou 5 personnes en tout, c'est elle qui va en éliminer le plus. C'est une Battle Royale qui va durer 10-15 de minutes et qui était plutôt divertissante. En tout cas j'ai passé un bon moment devant cette Battle Royale, comme j'ai dit il n'y a pas d'énormes surprises en termes de nom, il y a Raquel, mais il y a un beau travail par exemple de Zoey Stark et de Shayna Baszler qui sont en équipe et pendant ce combat vont faire équipe et vont éliminer plein de monde, 4, 5, 6 personnes si je dis pas de bêtises, et je trouve que c'était plutôt bien fait. On a souvent l'habitude de voir les équipes qui veulent travailler ensemble, puis au bout d'un moment se trahissent, et voilà, ça finit jamais bien, mais là, jusqu'au bout, elles ont essayé de travailler ensemble, et elles ont vraiment bien fonctionné ensemble. Je trouve qu'on a une belle performance d'Ivy Nile, par exemple, qui a été bien. On nous a remis en avant la rivalité entre Zelina Vega et Elektra Lopez, qui, même après s'être fait éliminer, eh bien, vont s'attaquer, vont encore se bagarrer en backstage, donc ça c'est plutôt cool. Donc globalement, une belle Battle Royale. Chelsea Green qui a été rajoutée au dernier moment, et on va jouer là-dessus, parce que Raquel Rodriguez va éliminer
éliminé les deux derniers, en tout cas c'est ce que l'on croit, Shayna et Zoey Stark, sauf que Chelsea Green n'avait pas été éliminé, il va essayer de s'en prendre par derrière à donc Raquel, mais ça ne va pas fonctionner. Raquel va réussir à s'en sortir et gagne cette Battle Royale pour aller à Elimination Chamber. C'est quand même pas rien. J'avais misé plutôt sur une Zoey Stark. Honnêtement, j'avais même misé sur Chelsea Green. Je pensais vraiment que Chelsea Green allait pouvoir y aller. Et bah non, on mise sur Raquel. Alors on sait que Triple H aime beaucoup Raquel Rodriguez. Elle fait son retour, elle est déjà dans l'Elimination Chamber. Je sais que ça va pas plaire à beaucoup et je peux le comprendre. Ce côté est très privilégié d'arriver directement d'être dans le Chamber. Voilà. Honnêtement, Raquel ça me va. Ça aurait été Zoey, j'aurais été content. Ça aurait été Chelsea, j'aurais été content. Mais je comprends l'idée Raquel. Interview de Nia Jax et Rhea Ripley par écran partagé. Michael Cole demande à Ripley ses commentaires sur le fait d'avoir le match à la maison en Australie. Ripley dit que c'est sa première chance de combattre comme une superstar de la WWE chez elle en Australie. Elle est prête depuis 7 ans pour ce moment. La dernière fois qu'elle a combattu en Australie, c'était en Indie. Ripley dit qu'en venant ici, elle n'était pas exactement elle-même. Elle a eu des moments où elle voulait partir. Elle a été obligée de prendre un moment afin de rappeler qui elle était. Nia Jax dit qu'elle est le double de la taille de Ripley et le triple du talent. Elle est contente de pouvoir écraser Ripley chez elle. Mamie pourra aller pleurer dans les bras de sa mère. Ripley dit que Nia Jax va s'écraser lorsqu'elle sera sur le ring face à la réaction de la foule et réaliser qu'elle n'est suffisamment pas assez bonne. Elles vont se voir du côté de Perth en Australie. Simple, efficace, assez court. Très bien, il n'en fallait pas plus, on a compris l'histoire entre les deux, on a déjà eu des confrontations, on a déjà eu une énorme bagarre entre les deux, je pense qu'il n'y avait pas besoin d'en faire plus, je pense que c'était une bonne idée, il n'y avait pas forcément d'avoir un énorme segment sur le ring ou quoi que ce soit, l'interview ça fonctionne toujours autant, les deux sont très sérieuses. Nia Jax, j'ai toujours du mal avec son jeu d'actrice, mais ça j'y peux rien, c'est comme ça. Je trouve qu'elle joue vraiment très mal la femme en colère, voilà, j'y peux rien, mais en tout cas, je trouve que c'était suffisant pour me hyper, ou en tout cas pour être constant sur cette histoire. Évidemment, je le rappelle, mes pronostics d'Elimination Chamber sortiront ce jeudi. On nous présente une vidéo sur la relation de R-Truth avec le Judgment Day. Truth dit que lorsqu'il a rencontré le Judgment Day la première fois, il y avait des sourires, c'était spécial, comme quand John Cena a essayé un short engine pour la première fois. Truth dit que Damien Priest a brisé son cœur, il n'a jamais autant pleuré. Jackie demande à R-Truth si un jour il sera capable de laisser entrer quelqu'un dans son cœur. Truth dit qu'il a de nouveaux amis avec Shawn Michaels et Triple H. La DX va montrer que le Judgment Day ne peut pas agir ainsi. De retour après la pub, on est en présence du champion UFC Michael Chandler. Il dit qu'on est en présence du combattant UFC le plus divertissant et un gars de l'Irlande l'attend depuis trop longtemps. Conor McGregor peut ramener son cul ici, il veut le voir au sommet dans l'octogone. Alors honnêtement les gars, j'y connais absolument rien en UFC, vraiment j'ai dû regarder un combat de Cyril Gane et voilà pour faire le mec, mais sinon non, vraiment je n'y connais absolument rien. Mais du coup, assez intéressant ou pas d'ailleurs, vous allez me le dire, de voir cette passerelle qui est faite entre WWE et l'UFC. On sait que voilà, tout ça est maintenant managé par TKO, c'est un ensemble WWE-UFC, et bah clairement, là on te met en avant cette rivalité entre Chandler et McGregor. Alors j'imagine que c'est un match hyper attendu, un match qui est attendu depuis longtemps, parce que McGregor n'a pas combattu depuis longtemps, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près tout ce que je sais, mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, moi honnêtement je sais pas trop quoi en penser, je pense qu'il va falloir s'habituer à ce genre de segment peut-être. Alors j'imagine qu'on était à Anaheim, peut-être la ville de Chandler, j'y connais absolument rien les gars, désolé, mais voilà. En tout cas c'était un moment assez bizarre et c'est une des premières fois qu'on voit vraiment quelque chose qui n'est pas relié à WWE, à l'UFC directement, et qu'on nous le met en avant de cette manière-là, donc c'était vraiment à noter. Match à 4 contre 4, on retrouve le Judgment Day face à R-Truth, Miz et DIY, un combat qui va durer une dizaine de minutes, et c'était le divertissement, c'était vraiment très bon, avec, il faut le dire, un R-Truth qui va être plus over que jamais. Non, vraiment, j'ai l'impression qu'R-Truth a été très souvent over dans sa carrière, mais alors à ce point-là, aussi autant que ce soir, bah, j'en suis pas sûr. Vraiment, le public va chanter des R-Truth, mais à tout va pendant tout le combat, et évidemment pendant les hot tags de R-Truth, ça va être encore pire, encore plus fort, encore plus bruyant. C'est vraiment très fort. Je ne sais pas si R-Truth a déjà été aussi over, vraiment. Et évidemment, il y a l'ajout du public, il y a l'ambiance qui est vraiment géniale, mais alors le match est vraiment de superbe qualité. On a une belle prestation de DIY qui vont permettre à ce match d'avoir une touche un peu plus technique. Il y a quelques enchaînements de la part de Ciampa qui sont vraiment très bons. Je pense à un moment donné, il va faire une sorte de roulade pour amener JD sur la deuxième corde pour porter son DDT. C'était vraiment très très impressionnant, très joli et très fluide comme prise. Il y a plein de moments comme ça qui sont vraiment très jolis. Et finalement, on se retrouve avec le face-à-face final entre R-Truth et Damien Priest.
qui est un face-à-face hyper important, qui est très symbolique. R-Truth a pensé faire confiance à Damien Priest, mais Priest l'a trahi à 2 reprises d'ailleurs. Mais du coup, c'était un peu symbolique et heureusement, j'ai envie de dire, Damien Priest va l'emporter. Je dis heureusement parce que Damien Priest a quand même encore la mallette, je le rappelle, c'est quand même important. Et le Judgment Day doit quand même encore paraître assez crédible parce que ce week-end, ils ont un match de championnat face à Pete Dunne et Tyler Bate. Donc quand même une victoire importante, mais ce qui est sûr, c'est que ce match était vraiment très divertissant. De retour en coulisses, Jackie est avec Sami Zayn pour avoir sa réponse aux derniers événements. Sami dit qu'il a pris une décision, il a l'impression qu'il doit s'appuyer sur une pause pour cette histoire avec Drew McIntyre. Il était obsédé avec Drew, il ne voyait que Drew. C'est l'aventure WrestleMania et il sait qu'il y a un chemin pour lui, il doit être capable de le voir pour avoir sa place. Il y a un chemin pour lui pour faire quelque chose d'historique, il sera un champion. Becky Lynch est sur le ring et nous dit qu'elle a été chanceuse de faire de belles choses dans sa carrière, tellement qu'elle n'a plus trop de nouveautés pour elle, excepté la casquette qui est assez nouvelle, mais dans 5 jours, pour la première fois, elle sera dans l'Elimination Chamber avec le besoin de gagner le match pour affronter Rhea Ripley à WrestleMania, mais qui dit qu'elle et Rhea Ripley s'évitent depuis les derniers temps alors que l'inévitable est que The Man et Mami vont s'affronter et ce sera le combat d'une vie, mais qui dit que depuis la dernière année, Ripley est au sommet avec son groupe le Judgment Day, un vrai groupe détesté, et ensuite il y a elle, la plus grande menace de son titre féminin. Elle peut dire avec confiance qu'elle n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui, mais de l'autre côté, tout le monde aussi s'est amélioré. Elle nous dit que dans 5 jours, elle va aussi combattre contre les meilleures stars de la WWE. Elle n'a rien contre ces femmes, sauf Tiffany, qui la dérange un peu. Elle a battu la majorité de ses catcheuses. La musique de Liv Morgan va couper Becky Lynch. Liv Morgan dit qu'elle est une fan de la casquette de Becky, mais elle aime moins devoir rester en coulisses à écouter Becky sur sa possible victoire. Becky aime bien expliquer pourquoi elle est la meilleure, mais ce n'est pas réellement important. Morgan dit que cette histoire est sur sa vie et sa rédemption. Elle et Ripley étaient en équipe, mais Ripley a décidé de la trahir, mais c'est pas grave, c'est ok. Elle a formé une équipe avec Rodriguez pour devenir championne par équipe. Mais Ripley a décidé d'intervenir pour lui coûter les titres. Elle doit rappeler qu'elle était la dernière personne à battre Rhea Ripley. Raquel Rodriguez arrive sur le ring et dit qu'elles ont de bons points, mais après Chamber, la championne pourrait être Nia Jax. Elle sait une chose, il y a une femme suffisamment forte pour s'en charger, et c'est elle. Naomi arrive et dit qu'elle n'est pas revenue pour simplement revenir, mais bien pour un objectif. Alors toute cette histoire est plus grande pour elle, elle est ici pour réclamer sa place au sommet. La musique de Tiffany Stratton va débuter. Stratton dit que pendant que Naomi essayait de se faire un autre nom, Naomi a laissé une place vacante, et la seule place qui l'importe est d'être le centre de l'univers, et personne ne se préoccupe du passé. Elle ne voit que du passé sur le ring, le futur c'est elle. La musique de Bianca Belair va retentir. Belair dit que Stratton est nouvelle ici et ne sait pas ce qu'il faut faire pour parler d'elle. Elle est l'IST de la WWE et elle a été au sommet pendant longtemps. Stratton va découvrir qu'elle ne sera jamais meilleure qu'elle. Elle va continuer sa série d'invincibilité à WrestleMania, alors elle va toutes les battre pour aller à Mania. Mais Stratton va dire à Belair qu'elle était hot l'an dernier. Belair dit que Stratton est ici depuis la semaine dernière, alors elle ne mérite même pas sa place. L'affrontement éclate entre toutes les catcheuses, mais Nia Jax arrive sur le ring pour écraser tout le monde. Nia Jax va enchaîner les coups et les prises et va mettre tout le monde KO. Revenons déjà sur la promo et sur les promos qui ont été globalement bonnes. Pour moi, je mets celle de Becky, Tiffany Stratton, que j'ai vraiment bien aimé, Liv Morgan en avant. Vraiment, c'est les 3 que j'ai préférés. Tiffany Stratton, j'aime beaucoup parce que les réactions qu'elle obtient déjà, c'est très fort. Le public aime la détester parce qu'elle est insupportable. Et j'avais vu ça déjà à ses débuts à NXT. Je voyais des commentaires du genre, elle a une voix insupportable, elle a une voix agaçante. C'est le principe, c'est le but. C'est normal qu'elle vous agace, c'est normal qu'elle vous énerve. C'est le principe même de son personnage, je préfère le rappeler. C'est une heel et elle fait très bien son boulot. Même la promo de Liv Morgan était bien pour nous rappeler les événements passés avec Ripley et Becky Lynch. C'est du Becky Lynch, donc c'est plutôt cool. Par contre, la deuxième partie, j'ai moins aimé avec Nia Jax qui va détruire tout le monde. J'aime moins, pourquoi ? Parce que d'un côté, Nia Jax, certes, paraît encore plus forte, paraît réellement une énorme menace pour Rhea Ripley car elle a battu, elle a mis KO toutes les possibles challengeuses de Rhea Ripley pour Mania. Donc oui, elle en sort grandie, elle en sort encore plus forte. Mais par contre, les challengeuses qui, quand même, à plusieurs, n'arrivent pas à s'en sortir face à Nia Jax, alors oui,
elles n'étaient pas directement face à Nia Jax, elles étaient déjà en bagarre et Nia Jax est intervenue, je vois l'idée, mais quand même je trouve que c'est peut-être un peu trop fort et je trouve que là les challengers sont vraiment beaucoup trop affaiblis et ça m'a un poil dérangé. Chad Gable fait face à Ivar. Alors oui, c'est un match qui n'est pas frais, c'est un match qu'on a vu et revu, on l'a vu il y a 3 semaines si je dis pas de bêtises, et puis même, j'ai envie de dire, Alpha Academy est en guerre depuis des mois et des mois face aux Vikings, mais à chaque fois c'est bon, il n'y a rien à dire, c'est quoi, c'est 4-5 minutes de combat, mais c'est toujours aussi bon entre les deux. Ce qui était intéressant, c'est que les deux ont demandé à leur clan de ne pas être présent, donc on avait un vrai match 1 contre 1 sans intervention, et Gable l'a un peu teasé sur les réseaux sociaux, on a vu sa promo, il veut quelque chose de grand, là pour les prochaines semaines, il veut une reconquête, on parle possiblement de route vers le titre intercontinental, bref, on verra bien, mais ce qui est sûr c'est qu'on a eu un Gable très motivé pendant ce combat qui va porter une énorme souplex, German suplex sur Ivar, toujours aussi beau, et ensuite le faire abandonner, et ça c'est pas rien quand même, faire abandonner un big man, c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent chez WWE, mais on va vraiment faire abandonner Ivar, donc belle et grosse victoire de la barre de Gable. Et le main event, Gunther défend son titre de champion intercontinental face à Jey Uso, un combat de plus de 10 minutes, et encore une fois, il faut le dire parce que cette soirée, vraiment ils ont été excellents, le public d'Anaheim va répondre présent, évidemment pendant l'entrée de Jey Uso, ça va être la folie avec les hits. Pendant tout le combat, ça va être la folie aussi. Bref, il faut le dire quand le public est excellent et pour le coup, ils l'ont été tout au long du show. Donc bravo à eux et ça fait quand même une grosse différence d'avoir un public aussi bouillant. Et le public va vraiment bien répondre parce que le match est bon. C'est un bon match. Techniquement, on n'invente rien entre Gunther et Jey Uso, mais on fait des choses classiques, basiques, les choses qu'on sait faire. Mais ça fonctionne vraiment bien avec un Jey Uso qui va être évidemment en difficulté face à Gunther, face à sa puissance, mais qui va revenir dans le combat. Et au moment où il revient dans le combat, il y a les hits qui pleuvent de partout dans le stade, dans l'arène, c'est vraiment très beau. Tout simplement, c'est ce qu'on aime voir dans le catch, c'est ce genre d'ambiance là. On a un Jey Uso surtout qui va vraiment péter les plombs à un moment donné, qui va enchaîner les spears. Alors, ils sont plus ou moins bons ces spears, c'est-à-dire que les premiers spears sont bons, et plus il va les enchaîner, plus il y a, moins il y a de précision, moins les impacts sont importants, moins les spears sont impressionnants. Ouais, il y a un petit problème au niveau des spears, mais du coup Jey Uso arrive à monter sur la 3e corde, apporter son splash, ça fait 1, ça fait 2, et alors que ça doit faire 3, ça peut faire 3, Gunther n'a pas l'air de se réveiller, eh bien la cloche va sonner, et oui, parce qu'un certain Jimmy Uso, son frère, va sonner la cloche. On s'en doutait un peu de ce type d'intervention entre les deux, et Jimmy Uso va coûter le match à Jey, parce que Jey va sauter à l'extérieur du ring sur Jimmy. Jey va vouloir reporter un splash, mais Gunther va le contrer. 1, 2, 3, victoire de Gunther qui conserve son titre. Après le combat, Jimmy Uso va revenir auprès de Jey Uso, il va lui dire « Je serai toujours ton grand frère. Peu importe ce que tu fais, peu importe où tu vas, je serai toujours ton grand frère. » Et il va le détruire en enchaînant les splashs. Et le show va se terminer là-dessus. Comme je le disais, on s'en doutait un peu. Il y avait un infime pourcentage de chances que Jey Uso devienne champion intercontinental là, maintenant. Lors d'un Raw, compliqué. Le match aurait eu lieu du côté de Elimination Chamber, je dis pas, mais là à Raw, j'y croyais vraiment très peu. Je rappelle que le match n'a pas lieu au Chamber dû au problème de visa de Gunther. Mais voilà, on lance officiellement la guerre pour WrestleMania entre Jey et Jimmy Uso. On se posait la question s'ils allaient réellement faire le match cette année, vu les affiches qu'il y a. Eh bien, ce match qui pourrait être sur le papier un main event, vraiment, l'histoire est toute écrite, l'histoire est racontée depuis des années et des années, mais ne sera pas un main event parce qu'il y a beaucoup trop de matchs. Ils vont le faire. Ils vont le faire, en tout cas c'est la route qu'on prend, c'est le chemin qu'on prend. Et je suis là. Je suis évidemment là pour voir ça et je suis très hypé. Bilan de ce Raw, eh bien on est sur un bon 9 sur 10 de mon côté. J'ai pas grand chose à dire d'autre. C'était vraiment très bon. Du match d'ouverture entre Drew et Cody jusqu'à la finalité avec ce main event et l'intervention de Jimmy Uso. Eh bien on en a eu un peu pour tout le monde avec un super public. Ça, il faut le préciser une nouvelle fois. Vraiment pas grand chose à dire sur ce show. On a eu des belles promos. Tout le monde a été mis en avant. Tout le monde a eu son moment à lui. On est donc dans la semaine d'Elimination Chamber, donc c'est important de mettre tout en place avant le gros show, et je trouve que Raw a vraiment bien réussi son boulot, donc c'était très plaisant. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut